Scar, Tai Lung, Jafar, Zurg ou encore la mort. Que de méchants iconiques, me diriez-vous. Iconiques de par leur prestance, leur force d'écriture, leur charisme et leurs choix moraux. Des personnages qui nous ont marqués depuis notre enfance. Mais malgré tous ces traits de caractère que je viens de citer, on retrouve tout de même bon nombre de méchants plus en retrait, voire carrément oubliés. Les méchants d'animation les plus sous-cotés, épisode 2, on va voir ça ensemble. I'm the bad guy. Duh. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos vacances pour ceux qui en ont. Ceux qui bossent encore, force à nous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite à un premier jet qui vous avait beaucoup plu à l'époque. J'avais traité le cas de Eris du film de chez DreamWorks Sinbad, également Otto du film Wall-E de chez Pixar, et enfin Dame Eboshi du film Princesse Mononoke des studios Ghibli. Si vous voulez la voir et savoir pourquoi j'ai traité de ces trois méchants en particulier, n'hésitez pas, je vous la mets juste en dessous dans la barre de description. Sinon, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et pour tout le monde, comme d'habitude, le soutien avec le like, le partage sur les réseaux sociaux et la petite cloche pour vous tenir au courant des différentes sorties de la chaîne. Mais bref, aujourd'hui j'ai 3 méchants sous-cotés de plus à vous présenter, et j'en ai évidemment toute une tripotée bien au chaud pour de potentiels autres épisodes. Je voulais également souligner un point comme dans ma précédente vidéo. Si je parle de méchants ici, c'est avant tout une connotation simplifiée du terme antagoniste, soit le personnage qui se retrouve en confrontation avec le héros ou l'héroïne de l'histoire qu'on appelle protagoniste. Ça n'est pas un terme pour qualifier le comportement forcément méchant du personnage, car vous verrez, les choses ne sont pas aussi simples pour tous les cas traités. Ce qui n'exclut pas non plus que certains méchants remplissent bien leur rôle de fils de pute. Plutôt que de perdre du temps en bavardage, je peux aussi vous présenter le sponsor de cette vidéo, non? Un sponsor qui me suit maintenant depuis un petit bout de temps. Vous le connaissez, il s'agit de Odoo et je vous en parle tout de suite. Vous vous rappelez de Odoo? J'imagine que vous connaissez en surface ce que peut offrir ce logiciel, mais j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail, bien qu'un petit rappel sur ses fonctionnalités les plus connues ne vous feront pas de mal. Odoo est donc un logiciel de gestion tout en un, regroupant un éventail d'applications vous permettant diverses actions sur le web, dont le plus utilisé est la création de son site internet, le tout gratuitement et à vie, du moins pour la première application choisie. C'est peut-être anodin, mais cela peut s'avérer extrêmement utile quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, la vente, la communication de sa marque, ou tout simplement une vitrine de ce que vous aimez. Moi, j'aime les films d'animation, vous le savez, et j'ai mon propre site Odoo. Si j'en ai un, pourquoi pas vous aussi? Je vous ai parlé de la création du site web dans mes précédentes sponsors, mais il existe également de nombreuses autres fonctionnalités regroupées parmi les offres de Odoo. Vous pouvez donc créer votre site web pour du démonstratif ou de l'e-commerce, simplifier vos opérations de comptabilité, de vente et de projets en tout genre. Moi par exemple, je suis freelance monteur vidéo et je peux vous dire qu'avoir accès gratuitement à un service de facturation en ligne simple et clair, ça change un peu la vie. Pour mon premier exemple en particulier, vous cliquez sur facturation et hop, vous pouvez vous inscrire et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à créer votre première facture. Il est tout de même important de noter que pour toute application supplémentaire, la formule sera payante. D'ailleurs, vous pouvez avoir accès à l'entièreté du catalogue pour moins de 25 € par mois et par utilisateur. Amis monteurs, collègues entrepreneurs et même tous les curieux ayant envie de tester ces produits, simplifiez-vous la vie avec Odoo en cliquant sur le premier lien disponible dans la barre de description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Merci à eux de m'avoir fait une nouvelle fois confiance. Des bisous Odoo et bonne vidéo. Bien, plongeons-nous un petit peu dans la nostalgie de chacun et laissez-moi vous parler de 3 méchants qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune et qui mériteraient plus de reconnaissance. Évidemment, tout ceci relève de mon avis personnel, mais je suis sûr que vous le partagerez également. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans notre passé, avec un petit coup de projecteur sur les méchants les plus sous-cotés du monde de l'animation, épisode 2. Générique. Commençons déjà avec le premier de ma liste, le professeur Ratigan du film d'animation 2D de chez Disney, Basile, détective privé. Cette fois-ci, rien et surtout pas Basile ne se dressera devant moi.
En revanche, le monde me léchera les pieds. Mais avant de nous plonger dans l'histoire de notre antagoniste, regardons déjà d'où il sort. Basil, détective privé, est le 33e long métrage d'animation et le 26e classique d'animation des studios Disney, sorti en 1986. Il est inspiré de la série de romans Basil of Baker Street, paru au milieu du XXe siècle, eux-mêmes basés sur le célèbre personnage de Sherlock Holmes, créé par Sir Arthur Conan Doyle en 1887. Le film met en scène un Londres de la fin du XIXe siècle où vit notre population humaine, dont Sherlock Holmes lui-même. Mais nous allons pas nous concentrer sur ce personnage, mais bien sur son alter ego Basil et toute une société parallèle composée de rongeurs. Et bien sûr, son plus grand ennemi, Ratigan. Alors, pourquoi le professeur Ratigan est-il le pire ennemi de Basil? Tout simplement parce qu'il incarne en quelque sorte le rôle du professeur James Moriarty, connu comme étant l'adversaire le plus redoutable de Sherlock Holmes, considéré comme beaucoup comme l'un des premiers génies du mal de la littérature. Selon les écrits, on l'appellerait le Napoléon du crime pour désigner la grandeur d'esprit, l'audace et l'élégance de ses méfaits. On sait par des dialogues du film que Basil et Ratigan ne cessent de se tirer dans les pattes, l'un voulant déjouer les plans machiavéliques de l'autre et le mettre en prison, le deuxième voulant asseoir son désir de pouvoir et richesse. Bon, vous l'aurez compris, on parle ici de personnages anthropomorphes. Et Ratigan s'avère être le seul rat ayant réussi à s'extraire parmi ses congénères, en intégrant cette société comptant exclusivement des souris. Il réussit à se construire petit à petit une personnalité de gentleman distingué, réussissant à contrôler ses accès de sauvagerie et de rage brutale qui le frappent parfois, il a obtenu son titre de professeur réputé. Mais sa jalousie et son ambition démesurée le conduisirent à se lancer dans la carrière du crime, confirmant une fois de trop sa vraie nature aux yeux des autres rongeurs de Londres. Se trouvant un nom parmi les plus grands criminels de Grande-Bretagne, il trouve quartier dans les bas-fonds de Londres, plus précisément dans un tonneau aménagé en salle de trône, en bordure de la Tamise. Mais ne vous méprenez pas, bien que vivant dans un lieu peu fréquentable, entouré d'une armée de malfrats n'ayant sûrement jamais changé de caleçon, Ratigan reste cependant un dandy toujours propre sur lui, en costume 3 pièces, cape et haute forme. Il est surtout entouré d'une quantité absurde de richesses, d'œuvres d'art et de champagne coulant à flot. Ratigan s'avère être un antagoniste très intéressant, voire autant que le film en lui-même. Car que serait une bonne histoire à la Sherlock Holmes sans un adversaire sachant être à la hauteur de son génie? Ce qui fait de lui un bon méchant ne se résume pas qu'à ses intentions, son entourage ou ses méfaits, mais bien à sa nature même. Adorant être flatté par ses sbires, Ratigan cherche par tous les moyens à oublier ou faire oublier ce qu'il est réellement, un rat d'égout. Ce simple rappel sur sa nature le pousse dans un accès de rage le menant à employer sa plus cruelle méthode, la mise à mort, dévorée par Felicia, son énorme chat de compagnie, instaurant un climat de peur au sein de son armée. Plusieurs fois dans le film, on le voit révéler son vrai visage derrière ses airs pompeux et bourgeois. Et c'est bien à la toute fin du film que le professeur Ratigan révèle au grand jour sa véritable nature. Spoil oblige, désolé, alors que tous ses plans ont été déjoués par Basil, ils se retrouvent tous les deux tout en haut de la tour Big Ben pour un ultime affrontement. Et c'est là, de par mes yeux d'enfant de l'époque, que j'ai compris qui il était réellement. En plein cœur des rouages de Big Ben, fou de rage de sa défaite face à Basil, Ratigan redevint l'immonde rat qu'il a toujours caché jusqu'à présent. Son regard devint terrifiant, ses gants blancs distingués laissent place à des griffes acérées, et ses vêtements se déchirent pour faire apparaître ses poils ébouriffés et sa musculature congestionnée par la colère. C'est alors à quatre pattes, comme un véritable rat, que Ratigan mit fin à son existence de dandy aux bonnes manières. Je pense que comme beaucoup d'enfants, vous avez été marqué par son design, sa brutalité, mais aussi par sa mort. Ouais, Disney savait y faire avec ses morts de méchants dans ses films. Ça a bien changé maintenant. Mais si Ratigan a eu cette image si réussie et impactante, ça n'est pas pour rien. L'animation de cet antagoniste a été confiée à Glen Keane. Oui, lui-même, c'est pas rien. Et bien qu'il n'avait que la trentaine, il avait tout de même 10 années d'expérience comme animateur chez Disney à l'époque. Pour la petite anecdote, Glen Keane dit s'être inspiré d'une vieille photo du XVIIIe siècle, montrant un riche promoteur londonien avec son haut de forme, sa canne et son cigare, entouré de toute son équipe de cheminots crasseux. C'est alors que lui est venue l'idée du design de Ratigan, un personnage riche et distingué qui n'en est pas moins un rat de la pire espèce. Belle critique du capitalisme, n'est-ce pas? Ratigan a été magistralement interprété par Gérard Rinaldi pour sa version française. Vous avez très certainement entendu sa voix durant vos visionnages de certains Disney, comme celle de Grincheux dans Blanche-Neige et les Sept Nains, ou encore
encore un autre méchant, Clayton, dans le film Tarzan. Une voix fortement reconnaissable, ajoutant un charisme certain à notre antagoniste rongeur. Pour moi, Ratigan est un méchant sous-coté pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le film Détective privé ne figure pas parmi les Disney les plus cités par le grand public, appartenant à l'ère d'argent de chez Disney, soit tous les films sortis avant 89. Et de ce fait, un film très peu cité ne met forcément pas en lumière son méchant associé, aussi bon soit-il. De plus, Ratigan, malgré ses défauts d'écriture surtout liés à un temps très court d'écran, marque tout de même les esprits de par son statut et par sa chute brutale à la fin du film. On a un réel retournement de situation, plongeant notre antagoniste de maître du crime à bête sauvage et sanguinaire, deux aspects notables du bingo des grands méchants de film. Ratigan est charismatique, effrayant, impose le respect à ses sbires, met en difficulté le héros jusqu'à presque le tuer à plusieurs reprises, et son chara-design m'est resté ancré à vie. Là où l'antagoniste du prochain long métrage de chez Disney, Wish, me laissera sûrement indifférent. Ratigan était ce qui se faisait de mieux en termes de cruauté chez Disney, d'où mon sentiment qu'il se retrouve malgré lui dans cette catégorie sous-cotée. Mais appartenant tout de même à l'entreprise Disney, l'est-il à ce point par rapport à notre prochain personnage? On va voir ça tout de suite. Je suis Kirikou, qui sait ce qu'il veut, et je veux savoir pourquoi tu es méchante. Misérable crapaud! Je devrais te croquer sur le champ, mais tu es vraiment trop petit pour m'intéresser. Notre deuxième antagoniste vient tout droit d'une œuvre d'animation franco-belge réalisée par Michel Oslo et sortie en 1998. Il s'agit de Kirikou et la sorcière. Je pense que vous devez sûrement bien connaître Michel Oslo. Ça n'est pas la première fois que je parle de lui sur cette chaîne. Et promis, une vidéo sur son histoire arrivera bientôt. Kirikou et la sorcière est une adaptation d'un conte africain mettant en scène les aventures de Kirikou, un tout petit garçon au cœur vaillant tenant tête à la sorcière Karaba qui tyrannise les habitants de son village à l'aide de ses pouvoirs maléfiques. Dans ce film se déroulant dans une région de l'ouest africain, la source d'eau la plus proche est asséchée et les hommes partis combattre Karaba ont tous disparu. C'est dans ce contexte plus que critique que Kirikou, à peine sorti du ventre de sa mère, décide de partir à la rencontre de la sorcière pour savoir pourquoi elle est si méchante et ainsi sauver son village. Sa mère lui apprend que le seul homme capable de savoir pourquoi Karaba est méchante est le sage, son grand-père, qui vit dans la montagne interdite. La sorcière défend quiconque de passer, mais Kirikou compte bien utiliser sa taille minuscule à son avantage. Quant à nous, tout comme Kirikou, nous aimerions bien savoir pourquoi Karaba est effectivement si méchante. Mais commençons déjà par savoir qui elle est. Karaba a l'apparence d'une belle femme africaine d'un âge mûr. Elle a une coiffure très reconnaissable, composée de longues pointes de cheveux jaillissant de sa tête comme des cornes de démon, le tout orné d'éclats d'or. Elle a également les yeux rouges et un air maléfique et marqué par l'âge. Elle porte un pagne coloré couvrant sa moitié basse du corps, mais laisse sa poitrine à nu. Elle est surtout recouverte de bijoux, colliers, bracelets et autres parures en perles ou en or. On en conclut alors au premier regard qu'il s'agit d'une femme riche, d'un grand statut ou d'une grande renommée, ayant accédé à un pouvoir au sein de la population. On ne découvre alors qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir de leader, mais plutôt d'un pouvoir lié à la magie noire. Karaba est une sorcière dont on croyait qu'elle tuait les hommes en les mangeant, instaurant un climat de terreur parmi les femmes et les enfants du village. Cette rumeur a commencé avant la naissance de Kirikou, mais celui-ci, ne croyant pas à cette histoire, décide de partir à l'aventure pour connaître la vérité. Car pour lui, il est inconcevable qu'une femme soit si cruelle sans raison. Et c'est ainsi que le petit garçon, partant à l'aventure en quête de réponse, tombe sur son grand-père qui révèle alors tout ce qu'il sait sur la sorcière. Karaba est la méchante de l'histoire, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Son grand-père révèle que Karaba est devenue méchante parce qu'elle a été torturée par une foule d'hommes qui lui ont percé une épine empoisonnée dans le dos, lui causant une immense douleur, mais en contrepartie d'immenses pouvoirs. Vous voyez où veut en venir l'histoire maintenant? Par de nombreux actes héroïques ou malins de la part de Kirikou, celui-ci réussit à retirer l'épine du dos de la sorcière, la sauvant de son maléfice et de sa douleur, lui faisant changer d'apparence au profil d'une belle jeune femme au visage apaisé. Je ne souffre plus.
Karaba est l'antagoniste de l'histoire, mais ça n'est pas elle qui l'a choisi. Elle est méchante car elle maîtrise la magie noire, possède une armée de soldats maudits à ses ordres, ainsi que toute la richesse qu'elle vole aux villages alentours, mais tout ceci n'est pas elle. Elle n'est que le fruit de tout ce qu'elle a subi en tant que femme dans cette société africaine patriarcale. Karaba reste l'antagoniste du film, mais on ne peut nier que cette cruauté n'est que le reflet de son immense souffrance. Pour plonger un peu plus dans le détail, Michel Oslo, lors d'une interview, à la suite d'une question concernant la signification de l'épine dans le dos de Karaba, il répond « L'épine empoisonnée dans le dos de Karaba est un symbole qui représente le mal que les hommes font aux femmes et une souffrance qui ne disparaît pas. Ce que raconte le grand-père au sujet de la sorcière est tout simplement un viol collectif. » Bon, vous avez les mots du réalisateur, mais je vais étoffer mes dires. Dans le film, tout ce qui gravite autour de Karaba n'est que sécheresse et désolation. La terre est aride et le monde est vidé de toutes ses couleurs. Si on prend en compte le prisme gravissime du collectif, on comprend alors vite ce qu'elle a dû endurer dans son passé. Imaginons un peu le contexte. Après ce qu'elle a subi, Karaba, couverte de honte, fut contrainte de quitter le village. Et ce sont des choses qui arrivaient réellement et qui arrivent sûrement encore aujourd'hui. Il est donc naturel qu'elle nourrit en retour une rancune envers les hommes, et le village tout entier ne l'ayant pas protégée contre ses agresseurs. Est-elle une médusa grecque mais tirée des contes africains? Karaba soumet tous les hommes à sa volonté, les transformant en fétiches, des objets à son service. Et la spécificité de ces hommes soumis en question, c'est qu'ils font partie de cette catégorie d'hommes pouvant procréer. Il est donc exclu les deux autres personnages importants de l'histoire, le grand sage et Kirikou, l'un trop vieux et l'autre trop jeune. Ainsi, Karaba représente la souffrance de la femme et les traumatismes que celle-ci subit parmi les hommes et leur violence. Tandis que Kirikou, lui, représente la remise en question, la bonté de pardonner et la lutte du bien collectif par la ruse et non la violence. Karaba est une très grande antagoniste, car elle remplit bien là une symbolique importante. Elle ne sera pas forcément marquante pour tout le monde par ses actions, mais bien par ce qu'elle représente. Et le fait qu'elle ne meure pas à la fin du film relève tout de même d'un bon argument. Michel Oslo nous a dépeint une femme d'un grand charisme, dangereuse et froide, ne cachant en réalité qu'une grande détresse et une douleur ne pouvant s'effacer que par le temps et la remise en question. Karaba est une méchante sous-cotée, car en plus de ne pas faire partie du panthéon connu des méchants, elle incarne une femme qui plus est noire, et oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça la place forcément en retrait dans l'imaginaire collectif. Mais surtout, elle a une symbolique qui dérange encore aujourd'hui. Il faut plus de sorcières Karaba dans notre paysage cinématographique animé, mise en scène par d'autres cultures et d'autres tares de l'humanité. Une antagoniste qui, par son importance, se place parmi ces beaucoup trop nombreux méchants au combat passé sous silence par le temps. Elle déteste les hommes et elle veut leur faire tout le mal possible. Pourquoi? Parce qu'elle a mal. Elle souffre jour et nuit, sans répit. Mais maintenant que nous avons traité notre deuxième méchant de la vidéo, que diriez-vous de vous diriger vers un troisième? Totalement différent de par sa nature, sa forme, ses motivations et son impact dans mon esprit. Place au troisième méchant sous côté de cette vidéo. C'est parti? Holy spit. Careful, I'm contagious. Ow. Notre troisième et dernier méchant de cette vidéo se devait de bien remplir son rôle. Et pour le coup, je suis persuadé que ce film ne va pas parler à tout le monde. Il s'agit de Thrax, du film Osmosis Jones de la Warner Bros Pictures, sorti en 2001. Osmosis Jones est un film mélangeant prise de vue réelle et animation. On suit la vie de Frank, un homme à l'hygiène de vie déplorable, vivant seul avec sa fille. La partie qui nous intéresse est ce qu'il se passe dans son corps, soit toute la partie en animation. Notre héros principal, Osmosis Jones, est un globule blanc chargé de protéger l'organisme des bactéries et autres virus. Une sorte de flic en gros. Un jour, Frank mange un œuf dur tombé par terre et donc contaminé par un virus mortel. Et ce virus est nul autre que notre protagoniste, Thrax. Thrax est un méchant très particulier, et je peux effectivement le définir comme méchant pur et dur. Car pour le coup, on n'aura pas d'histoire de vengeance due à la perte d'un être cher, un sentiment d'abandon par ses pairs, ou une enfance difficile ou quoi. Non, Thrax existe uniquement pour buter un maximum de gens et casser les couilles à la médecine moderne.
Je vais rentrer dans le détail. Thrax, appelé également la mort rouge, est un virus mortel né dans cet œuf mangé par Frank, ce gros crado là. Trop dégueulasse! Cet œuf dur en a connu du chemin. En gros, Frank, travaillant dans un zoo, a fait tomber son œuf près de la cage des singes. Celui-ci ayant roulé dans la salive et les excréments de chimpanzés. Et n'importe quelle personne sensée n'aurait pas mangé l'œuf ou tout simplement ne l'aurait pas ramassé. Mais bref, le mal est fait et Thrax est né dans le corps de Frank. Thrax est un personnage humanoïde malgré son apparence de virus démoniaque à la peau rouge, les cheveux violets et les yeux jaunes. Il est habillé tout en noir avec un long manteau par-dessus son col roulé. Mais l'élément qui nous intéresse le plus est sa main gauche. L'ensemble de ses griffes sont acérées, mais son arme la plus puissante reste son index proéminent, brillant d'un orange luisant lorsqu'il touche quelqu'un pour le tuer. Le nom de Thrax est similaire à la maladie anthrax, qui est extrêmement mortelle pour les humains et a même été utilisée comme arme biologique. Oui, il n'y va pas dans la demi-mesure. Il tue sans distinction, sans retenue, ennemi comme ami, car son objectif principal est avant tout de tuer son hôte humain. Passer d'un corps à un autre, recommencer, et ainsi se faire un nom dans les livres médicaux comme étant la maladie la plus mortelle au monde. Ouais, joli programme. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je tue des gens pour que ma tronche soit dans des bouquins que je ne verrai jamais puisque je suis un virus. Ah, cool. Moi je fais des vidéos dans ma chambre. En plus d'avoir la capacité de planer d'hôte en hôte, il possède une grande endurance et force pouvant mettre à mal toutes cellules présentes dans le corps. Il est aussi très malin et se fait passer en premier lieu pour un simple virus du rhume avant de s'attaquer aux points vitaux du corps humain. Thrax est froid, sadique, intelligent et manipulateur, mais surtout extrêmement meurtrier. Non mais regardez-moi cette scène, c'est hyper graphique et violent quand on regarde ça pour la première fois. Ça laisse pas trop indifférent. En effet, à l'aide de son index, Thrax fait en quelque sorte de la désintégration cellulaire en perçant ses victimes qui s'enflamment et explosent. Pour souligner sa dangerosité, on pourrait tout simplement reprendre une de ses citations directement. Ebola? Let me tell you something about Ebola, baby. Ebola is a case of dandruff compared to me. Et hop, ça enchaîne par une découpe digne d'un kebabier avec 10 ans de métier dans les pattes. Déjà que Osmosis Jones est un film qui m'a étonnamment marqué, mais le méchant est particulièrement remarquable. Son design est badass, ses punchlines sont badass et sa motivation également. Il a tout d'un grand méchant. Même sa mort est terrifiante. Une mort de méchant comme on en fait rarement aujourd'hui. Ça aide pas mal à l'immersion en animation 2D aussi. Pour moi, Thrax est clairement un méchant sous-coté, si ce n'est le plus des 3 de cette vidéo. Il remplit parfaitement toutes les cases d'un bon méchant, suffisamment traumatisant pour que l'enfant devant son écran retienne les bonnes leçons d'hygiène élémentaire. Et puis le principe du film est relativement cool, de mettre en scène ce qu'il se passe dans notre corps à l'échelle cellulaire, et le tout en animation, c'est grave stylé je trouve. Dommage que ce film n'ait pas plus marqué que ça. Bon après, il est sorti la même année que Shrek, Le Voyage de Chihiro et Monstres et compagnie, ça aide pas trop. Thrax est un ovni parmi les méchants, issu d'un film ovni parmi la multitude de longs métrages d'animation sortant chaque année. J'espère vous l'avoir fait découvrir à travers ma vidéo, ou espère au moins vous l'avoir remémoré. C'est donc avec ce 3e méchant sous-coté que se clôt cette vidéo. Voilà, c'est la fin de ce 2e épisode des méchants les plus sous-cotés du monde de l'animation. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense l'avoir dit dans mon épisode 1, mais j'aime trop ce concept. Et j'ai déjà mes 3 prochains méchants dans l'épisode 3. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire celui ou celle que vous aimeriez me voir traiter. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant si ça n'est pas déjà fait. On rappelle, road to 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Vous pouvez également liker la vidéo et la partager sur les réseaux sociaux, notamment mon Twitter Fenizio. Et enfin, vous pouvez me soutenir financièrement en me faisant un don sur ma page Tipeee, disponible dans la barre de description, en dessous de mon lien lié à mon partenariat Odoo, que je remercie une nouvelle fois. N'hésitez pas à aller sur leur site et à créer votre compte gratuitement. Sur ce les amis, je vous souhaite de bonnes vacances d'été, regardez des films d'animation, genre Ninja Turtles qui sort bientôt au cinéma, pensez à vous reposer, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.